Bonjour, aujourd'hui on se penche sur la naissance d'un prix international qui détonne un peu dans le paysage. Le prix Boutros-Ghali. Oui, tout à fait. On a sur la table une pile de documents assez variés, des articles de presse, une analyse de fond et même, vous allez voir, le discours d'un des lauréats. L'idée, c'est de comprendre ce qu'il représente vraiment. Parce que, en fait, ce n'est pas juste une récompense de plus. Non, pas du tout. On dirait plutôt un symbole, un rappel d'une certaine vision du monde, à une époque où le multilatéralisme semble prendre l'eau de toutes parts. C'est exactement ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer la philosophie de ce prix, mais aussi de revenir sur l'héritage assez complexe de l'homme qui lui a donné son nom. Qui était vraiment Boutros-Ghali. Voilà. Au-delà de l'image un peu austère qu'on en a gardée, en quoi un prix en son nom est pertinent aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que le choix des tout premiers lauréats nous dit de ses ambitions réelles? Parfait. Alors, plongeons là-dedans et pour commencer, il faut forcément parler de la figure centrale. Cet intellectuel égyptien qui s'est retrouvé à la tête des Nations Unies à un moment absolument charnière de l'histoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Les sources le rappellent bien. Avant d'être le secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali, c'est un universitaire, un grand juriste, professeur de droit international, né au Caire. Oui, en 1922. Il arrive aux commandes de l'ONU en 1992. Le mur de Berlin est tombé. L'URSS n'existait plus. C'est la fameuse fin de l'histoire. Le monde bascule et lui, il a une vision très précise, presque doctrinale de ce que l'ONU devrait devenir dans ce nouvel ordre mondial. Et cette vision, c'est quoi au juste ? C'est celle d'une ONU qui ne serait plus simplement l'otage des intérêts des grandes puissances, mais un véritable acteur autonome. Autonome ? Oui, dont la seule boussole serait le droit international. C'est le cœur de son texte le plus célèbre, l'Agenda pour la paix, publié dès 1992. Ah oui, l'Agenda pour la paix. Un texte fondateur. Absolument. Il y théorise une doctrine très ambitieuse, et ce qui était assez révolutionnaire à l'époque, c'est qu'il a introduit des concepts comme l'imposition de la paix, le peacemaking. Ça suggérait une intervention plus musclée. C'était une vraie rupture donc ? Une rupture totale avec la culture de neutralité, parfois un peu passive, de l'ONU jusqu'alors. Ça a fait grincer beaucoup de dents, notamment à Washington. Oui, un document qui reste une référence, c'est vrai. Mais en même temps, son mandat est synonyme de moments tragiques. La Somalie, l'ex-Yougoslavie et surtout le génocide au Rwanda. L'image qui reste, c'est celle d'une ONU impuissante. On lui a beaucoup reproché, personnellement. On lui a tout reproché. Et c'est là que l'analyse de fond qu'on a est passionnante. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle démonte ce procès en incompétence et le retourne contre les accusateurs. En fait, elle montre que Boutros-Ghali demandait des moyens, des mandats clairs, mais que le Conseil de sécurité, où siègent les grandes puissances, disait non. Ah, d'accord. Tout en le laissant seul en première ligne face aux caméras, il est devenu le bouc émissaire parfait. Le paratonnerre, en quelque sorte. Il protégeait les capitales qui, elles, ne voulaient pas prendre de risques politiques ou militaires. C'est ça l'idée. C'est précisément ça. Il a attiré toute la foudre politique. Et cette posture d'indépendance, sa critique ouverte de ce qu'il percevait comme une hégémonie américaine, ça lui a coûté très cher. J'imagine. Son renouvellement en 1996 a été bloqué par un veto des États-Unis. C'est un fait unique et assez brutal dans l'histoire de l'ONU. Le seul secrétaire général à ne pas avoir obtenu de second mandat. Exactement. Alors même qu'il avait le soutien de 14 des 15 membres du Conseil. Il a payé le prix de son intransigeance intellectuelle. C'est quand même incroyable. Être le seul non reconduit, c'est une véritable cicatrice. On sent que ce prix est aussi une manière de regarder ça en face. Oui. Ce qui nous amène à sa philosophie. Ce prix est donc né de cette frustration, de cette histoire un peu inachevée. Ça en dit déjà long sur ses intentions, non ? Ah, ça en dit tout. On n'est pas là pour remettre une médaille dorée à un diplomate consensuel. Les objectifs, d'après les sources, sont bien plus politiques et intellectuels. D'accord ? Le premier, c'est de préserver cet héritage. De rappeler que la diplomatie, ce n'est pas que des poignées de main. C'est aussi une affaire de réflexion, de doctrine. Et ensuite ? Ensuite, c'est d'encourager une diplomatie qui ose être indépendante, qui résiste aux pressions. Les documents parlent d'un multilatéralisme réel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire un multilatéralisme qui ne se contente pas d'entériner les rapports de force existants, mais qui les questionne. Un système où, disons, le Tchad a une voix qui compte, et pas seulement les États-Unis ou la Chine. D'accord, je vois. Et puis un point crucial, très fidèle à l'homme maître. Mettre en lumière les enjeux africains. Renforcer la souveraineté réelle, pas seulement formelle, des États du continent. Et l'une des sources soulève un paradoxe qui m'a interpellé. Le prix a pour l'instant une faible visibilité médiatique.
C'est présenté à la fois comme une faiblesse et comme une force. Oui, Une volonté de se tenir à l'écart de ce que l'article appelle la diplomatie spectacle, oui. et c'est une tension fascinante. Ça pose une question de fond. Est-ce qu'un prix peut réellement influencer les pratiques internationales, faire bouger les lignes, sans un écho médiatique puissant? Ou est-ce qu'au contraire... Ou est-ce qu'au contraire, c'est justement cette discrétion, ce côté un peu underground, qui garantit son indépendance et sa crédibilité, loin des paillettes et des calculs politiques? Le prix, par sa simple existence, met ce débat sur la table. Passons des idées aux actes. Pour sa toute première édition, en 2025, une date qui n'est pas choisie au hasard, c'est le 80e anniversaire de l'ONU, le prix a été attribué à 2 lauréats. Oui, Le Tunisien Yad Ben-Achour et le Camerounais Maurice Kamto. un choix qui est tout sauf anodin. Il est même très malin. Expliquez-nous. On a d'un côté Yad Ben-Achour. C'est un immense juriste tunisien, spécialiste du droit public et de la théorie politique islamique. C'est un intellectuel qui a joué un rôle clé après la révolution tunisienne, qui a été membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, une figure de la pensée et de la transition démocratique. Et de l'autre, Maurice Kamto? Maurice Kamto, c'est un autre parcours. Lui aussi, c'est un juriste de très haut vol, agrégé de droit. Il a même présidé la prestigieuse Commission du droit international de l'ONU en 2011. Une carrière impeccable. Impeccable. Mais après ça, il est retourné au Cameroun et est devenu une figure majeure de l'opposition politique, ce qui lui a valu la prison et une confrontation très dure avec le pouvoir en place. Le fil conducteur est donc limpide. 2 juristes africains, experts du droit international. Mais l'association des deux est particulièrement intéressante. C'est ça qui est brillant. On a Ben-Achour, le grand théoricien de la construction d'un état de droit. Et on a Kamto, l'acteur de terrain, celui qui se heurte de front à un régime autoritaire. C'est le lien entre la pensée et l'action. Voilà. Entre 2 Afriques qui cherchent la même chose. La primauté du droit sur l'arbitraire du pouvoir. Le prix ne récompense pas des diplomates sans poste. Il récompense des penseurs et des combattants qui incarnent cette foi dans le droit, même quand ça devient dangereux. Et ça nous amène à un document particulièrement éclairant, la transcription du discours de Maurice Kamto. Il faut préciser qu'il n'a pas pu se rendre à Paris pour recevoir son prix. La raison invoquée est, je cite, « des circonstances dirimantes ». Un terme juridique assez fort. Oui, ça signifie en gros un obstacle incontournable. Dans ce contexte, on devine qu'il s'agit d'une interdiction de quitter son territoire. Oui, la formule est choisie, elle dit tout sans tout dire. Et son discours, lu par un représentant, est d'autant plus puissant. Il est très personnel au début. Oui, il partage 2 souvenirs très marquants de Boutros Ghali. Le premier date de 1987. Kamto est un jeune universitaire au Caire et il ose solliciter le grand Boutros Ghali, alors ministre, pour qu'il préface un de ses ouvrages. Attendez, je relis cette phrase du discours. Il se souvient d'un homme dégageant un mélange irradiant de dignité, de générosité et d'autorité. C'est une description incroyablement poétique pour un diplomate. Absolument. On sent l'impression indélébile que le personnage a laissée sur lui. La seconde rencontre est bien plus tardive, en 2015, à l'Académie de droit international de La Haye que Boutros Ghali présidait. C'est une sorte de consécration. Il y a une vraie filiation qui s'exprime dans ce texte. Mais au-delà de l'hommage personnel, comment est-ce qu'il interprète ce prix? Quelle signification il lui donne? Alors ça, c'est le cœur de son message. Pour lui, ce n'est pas une consécration, pas juste une tape dans le dos. Il le dit lui-même, c'est une invite à l'action continue. En gros, merci, mais le combat n'est pas fini. C'est ça. Et c'est une action, dit-il, pour la paix et l'état de droit. Pas seulement entre les États, mais aussi, et il insiste lourdement là-dessus, d'abord au sein des nations mêmes. Là, on sent qu'il fait basculer le discours d'un hommage historique à une déclaration politique très actuelle. Totalement. Et ça devient même explicite, presque brutal à la fin. Il dédie le prix à ses concitoyens camerounais dont les droits fondamentaux sont bafoués au quotidien par un régime politique autocratique. Les mots sont pesés, ils sont extrêmement forts. Il fait le lien direct entre les grands principes du droit international, dont Boutros Ghali était le champion, et la situation politique très concrète qu'il vit. C'est un discours qui incarne parfaitement la vision de Boutros Ghali. Le droit non pas comme une abstraction pour diplomates, mais comme un outil de justice contre le droit du plus fort. Alors, si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, que retenir de tout ça? Ce prix n'est clairement pas un trophée de plus sur une cheminée. C'est bien plus un acte de mémoire, une sorte de manifeste. Oui, un manifeste en faveur d'un ordre international fondé sur le droit, à un moment où cette idée semble plus fragile que jamais. C'est un rappel assez inconfortable, finalement. Très inconfortable. Un rappel des promesses non tenues et des contradictions du système international.
Il ravive l'héritage d'un homme qui a osé défier les puissances établies et qui a été sanctionné pour ça. À l'image de l'homme dont il porte le nom, ce prix interroge plus qu'il ne rassure. Et il pose une question fondamentale qui traverse toutes nos sources. Le multilatéralisme aujourd'hui peut-il encore être un outil d'émancipation pour les plus faibles, ou n'est-il plus qu'un décor qui masque la réalité des rapports de force? Et pour prolonger la réflexion, une dernière pensée pour la route. L'une des idées centrales de l'agenda pour la paix, c'était ce concept de diplomatie préventive. 30 ans plus tard, alors que les conflits se rallument un peu partout, on peut se demander à quoi ressemblerait une diplomatie préventive vraiment efficace aujourd'hui. Et surtout, quels nouveaux acteurs, au-delà des États traditionnels, devraient être mis dans la boucle pour qu'elle ait une chance de devenir